Ça, c'est les 10 meilleurs livres que j'ai lus en 2025, alors j'ai décidé de vous les partager. Ça a été vraiment dur de faire cette sélection, mais là j'ai vraiment gardé les 10 meilleurs, ceux dont j'ai envie de me rappeler et ceux que j'ai aussi envie de vous proposer. Un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu en début d'année, c'est Soleil amer de Lilia Hassen, qui est une autrice contemporaine qui va dans ce roman nous plonger dans une grande fresque entre 1959 et 1997, si je me trompe pas. On va principalement y suivre deux garçons qui s'appellent Daniel et Amir. Ces deux garçons, ils grandissent ensemble, ils sont hyper complices. Il y en a un qui est élevé par un couple d'immigrés algériens et il y en a un autre qui est élevé par un couple français. C'est un roman qui m'a pas mal impressionné par la manière dont il décrit cet arrachement qu'on peut ressentir quand on vient immigrer dans un pays pour une qualité de vie au moins décente. C'est aussi un roman qui révèle pas mal les inégalités sociales et dont la trame nous prend vraiment, dans le sens où j'ai pas du tout envie de vous spoiler, mais je peux vous dire que vous allez être assez étonné à la lecture de ce livre. Et Lilia Hassen, c'est une plume que j'apprécie toujours autant, donc j'ai hâte de voir son prochain livre. En numéro 9, bon, c'est une autrice que j'adore et dont je parle absolument tout le temps, c'est Patti Smith et son roman M-Train, qui date je crois de 2014, un truc comme ça. Mais je l'avais jamais lu et là je l'ai trouvé en occasion, du coup je l'ai acheté et comme d'habitude j'ai adoré. Alors si vous savez pas, Patti Smith c'est une rockeuse, c'est une poétesse, c'est une musicienne et c'est aussi une écrivaine, c'est principalement ce pourquoi moi je l'apprécie. Et son travail d'écriture à elle, il va être très auto-centré dans le sens où elle va continuellement narrer sa vie, raconter ses souvenirs, partager ses photographies. Il faut dire aussi qu'elle a une vie assez extraordinaire et dans M-Train, elle va justement nous faire parcourir 18 stations, 18 lieux dans le monde dans lesquels elle a pas mal de souvenirs. Souvent c'est des cafés, ça va aussi être une petite baraque au bord de la mer à New York ou bien directement la maison de Frida Kahlo. Et tous ces lieux-là, c'est des lieux dans lesquels elle a ancré son écriture, dans lesquels elle a ancré son existence et donc par ces lieux, elle nous partage certains de ses souvenirs. En fait, je crois que je saurais difficilement expliquer pourquoi j'aime autant Patti Smith. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans le fait que ce soit purement authentique et très personnel que j'apprécie énormément chez elle, d'autant plus que je l'ai rencontrée par un de mes livres préférés qui s'appelle Just Kids, qui m'a beaucoup marqué à sa lecture et que j'ai relu, etc. Et le fait de la rencontrer et de la re-rencontrer à chaque fois par sa littérature, moi c'est toujours un plaisir et je vous conseille vraiment de vous plonger dans l'œuvre de Patti Smith et dans sa musique aussi parce que j'aime beaucoup. En numéro 8, c'est un roman que m'a offert Jeanne, parce qu'on avait fait un petit swap littéraire, on s'est fait un échange de livres, elle m'a offert Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, qui est un roman que je veux lire depuis très longtemps, notamment parce que Joséphine du conte L'Aïeul en avait parlé, elle a fait une super vidéo et depuis je veux absolument le lire, donc maintenant c'est chose faite grâce à Jeanne. Alors dans ce roman là, on va suivre un homme qui s'appelle Tarek, qui va nous plonger dans le Caire des années 1980. Tarek en gros il va reprendre le cabinet médical de son père, il va avoir sa petite vie, il va être sur le point d'épouser une femme qui s'appelle Mira, et puis il va lui arriver quelque chose, c'est-à-dire qu'il va s'implanter dans un quartier populaire où il va aider une mère très malade et son fils, et en fait il va tout simplement avoir une histoire d'amour homosexuel avec ce fils-là, qui est d'ailleurs beaucoup plus jeune que lui, et comme vous pouvez l'imaginer, l'Égypte des années 80 c'est une période assez rigoriste pour le pays, et donc nécessairement les relations homosexuelles sont pas du tout acceptées à ce moment-là, il va être complètement renié, que ce soit par sa famille, par ses amis, ou même directement par sa patientèle. Ça c'est vraiment le début du livre et j'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'il se passe énormément de choses, c'est un livre qui se construit sous une forme de dévoilement successif. En fait, dans la forme, moi ça m'a beaucoup rappelé La femme de ménage dans le sens où il y a pas mal de plot twists. Alors je sais, il n'y a pas du tout lien, mais il y a pas mal de plot twists et là c'est tellement élégamment écrit, il y a de très belles phrases et en même temps on est surpris parce qu'il y a des rebondissements de manière continue. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous attendez à une lecture en particulier ou que vous allez chercher quelque chose de précis dans ce livre, vous n'allez pas le trouver, vous allez simplement être surpris. J'ai adoré cette découverte d'Éric Chacour, Ce que je sais de toi. En numéro 7, j'ai choisi de parler d'un essai. J'ai mis, de toute façon c'est mes 10 livres préférés de l'année, donc il y a de la fiction et de la non-fiction. C'est un essai de Susan Sontag, qui est une intellectuelle américaine des années 60, 70, 80, 90, que j'ai découverte cette année. Et cet essai-là, il s'appelle Sur la photographie. Alors j'ai lu plusieurs essais d'elle cette année, et c'est vrai que j'ai été assez fasciné par son travail, par la justesse de son regard, et justement en parlant de regard, Sur la photographie, elle aborde le regard photographique, ce qui signifie la question de l'esthétique et surtout le côté très politique qu'on peut avoir à photographier des gens. Parce que choisir ce qui va être dans le cadre ou non, c'est déjà un acte très politique, déterminer ce qu'on va représenter sur une image, c'est un acte très politique, et la manière même de représenter les choses, ça va donner un certain sens à la photographie. Et cet essai-là, il faut quand même se dire qu'elle a écrit dans les années 70, qui était quand même une période très importante pour la photographie, parce que ça s'était énormément développé, ça s'était généralisé dans le sens où à partir des années 70-80, tout le monde pouvait avoir un petit appareil photo chez soi pour prendre des souvenirs de vacances, etc. Et c'est notamment grâce à ça qu'on a autant de souvenirs de nos parents, de nos grands-parents. Et donc lire ça aujourd'hui, ça a d'autant plus de sens que tout le monde est en quelque sorte photographe, dans le sens où on a tous ou presque tous un téléphone avec un appareil photo. Et donc la photographie aujourd'hui, elle est omniprésente dans nos vies, que ce soit sur les réseaux sociaux ou simplement pour nos souvenirs personnels. Je me suis un peu embrouillé dans mon explication, mais ce que
que je veux dire, c'est que j'ai été vraiment hyper impressionné de la justesse et de l'acuité avec laquelle elle va aborder la question du regard photographique et à quel point elle va le déconstruire petit à petit pour nous mettre nous-mêmes face à notre regard et à nos volontés de représentation. En numéro 6, j'ai aussi choisi de mettre un essai. Et alors pour celui-ci, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Moi, j'ai absolument adoré. J'ai vu des gens qui avaient détesté. C'est Que faire de la littérature d'Édouard Louis. Alors Édouard Louis, il faut savoir que moi j'adore lire ses romans. C'est un auteur que je trouve brillant. J'en ai lu 5 ou 6, il me semble, mais j'avais jamais lu d'essai de sa part. Et ce texte-là, d'ailleurs, c'est pas vraiment un essai puisque c'est plutôt des entretiens. Des entretiens qui ont été menés de manière orale avec Marie Kéridi. Et cette oralité, justement, dans le discours, à mes yeux, elle a permis de déconstruire de manière beaucoup plus simple ce que c'était vraiment que la littérature et notamment ce que c'était que la littérature aujourd'hui. Dans ces entretiens, Édouard Louis et Marie Kéridi, ils abordent en fait plein de thématiques qui sont reliées à la littérature, que ce soit directement sur son travail à lui en tant qu'auteur, parce qu'il a été accusé de beaucoup de choses, notamment vis-à-vis de l'émotion que faisaient procurer ses romans. On l'a beaucoup accusé de faire du misérabilisme, et lui dans ce texte il va expliquer que le misérabilisme ça tue. Parler de misérabilisme c'est déjà vouloir invisibiliser la misère, la réduire. Il parle aussi du genre autobiographique, où il va montrer qu'aujourd'hui on va considérer que le genre autobiographique n'est bien que lorsqu'il n'est pas trop autobiographique et qu'on va y intégrer un peu de fiction, parce que mettre trop de soi dans un texte c'est faire du sensationnalisme. De la même manière que quand il va parler de la représentation des minorités dans la littérature, donc lui c'est un homme homosexuel, il va dire qu'un homosexuel n'est bien que lorsqu'il n'est pas trop homosexuel, parce que sinon ça dérange. Et au début je me suis dit ok, ça va vraiment être un enchaînement de références, parce que c'est vrai qu'il donne beaucoup de références de ses lectures personnelles. Il parle énormément de Sartre, il parle beaucoup de Proust aussi, qui sont des auteurs que j'ai beaucoup lus. Et en fait il va plus loin que ça, parce que lui-même il va avancer sa sorte de théorie littéraire, où il va défendre une certaine littérature de la confrontation, dans le sens où il va dire que c'est normal de pouvoir créer de l'émotion, de pouvoir susciter de l'émotion chez le lecteur, et que c'est justement cette confrontation qui va nous amener nous à... j'ai plus de voix. Et que c'est justement cette confrontation qui va nous amener nous à développer de l'empathie et à construire notre regard vis-à-vis de la littérature. Alors j'ai absolument adoré, je trouve que ça se lit tout seul, je vous conseille vivement Que faire de la littérature d'Édouard Louis. Pour les 5 derniers, on a que des romans et vous allez voir, il y a des projets littéraires qui se ressemblent beaucoup entre eux parce que je crois que j'ai des thématiques qui me touchent plus que d'autres. En numéro 5, j'ai une de mes toutes premières lectures de cette année et d'ailleurs j'ai une anecdote assez sympa vis-à-vis de cette lecture, dans le sens où c'est un bouquin que j'avais chez moi, dans ma pile à lire depuis déjà 6 mois. Et en fait un soir, un dimanche soir, je suis allé au cinéma, je suis allé voir Jane Austen a gâché ma vie, je crois que c'est ça le titre du film. On était 2 dans la salle, il y avait une vieille dame et il y avait moi. Et la séance s'est terminée à peu près à minuit. Et en fait à la fin du film, j'ai discuté avec cette dame et du coup, comme le film portait sur Jane Austen, on a discuté de littérature. Et elle m'a dit, je viens de terminer un roman qui s'appelle Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, qui est ce roman-là, qui m'a dit c'est absolument génial, il faut que vous lisiez, etc. Et cette dame-là, je lui ai dit, je rentre chez moi et je vais le commencer, ce roman. Il était minuit, je le rappelle. Et donc j'ai commencé ce roman et je l'ai fini à genre 4h du matin. Je l'ai lu d'une traite parce que ce roman-là, c'est un roman atmosphère. Je sais pas si c'est une expression qui existe ou non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais sous ma couette, dans ma chambre, on était encore en hiver, donc les murs étaient froids. Et ce roman, il m'a plongé en quelque sorte dans le froid de cet univers-là. Alors on est dans un hameau, on ne sait pas vraiment où, on ne sait pas vraiment à quelle époque. Moi j'ai l'impression que c'est un peu la fin du Moyen-Âge en France. Et on va suivre une vieille dame qui élève 2 jumelles et une petite fille qui va apparaître soudainement, qui va sortir d'un buisson en quelque sorte dans ce hameau et qui va être un personnage très très particulier. Ce personnage c'est donc Madeleine et par sa simple existence elle va en quelque sorte retourner l'existence de toutes les personnes qui vivent dans ce hameau. Ce sont des gens qui vivent dans la boue, qui vivent dans le froid, qui ne font que travailler parce que, et cette phrase elle revient souvent, ça a toujours été comme ça. Avant de commencer ce livre, je pensais pas du tout que ça allait me plaire, honnêtement j'ai été très très étonné et c'est pour ça que ce type de lecture c'est un peu un rappel qu'on doit sortir de notre zone de confort parce que sinon on se retrouve à lire toujours et toujours la même chose et ça a été une excellente surprise. Je l'ai beaucoup recommandé autour de moi après et dans mes proches qui l'ont lu, pareil en fait ça a été une très bonne surprise et mes proches l'ont beaucoup aimé aussi. Au-delà de tout ça, c'est un texte qui va pas mal questionner l'ordre des choses. Vous savez cette phrase que je vous ai dite qui se répète plus ou moins dans le roman, le parce que ça a toujours été comme ça, qui questionne justement la dureté de la vie des personnages qu'on va suivre dans ce hameau, qui va questionner aussi les liens qu'on peut entretenir avec notre famille, celle qu'on a évidemment génétiquement et puis celle qu'on a choisie. Et d'ailleurs c'est aussi un roman qui laisse une belle place aux animaux. Bref, allez découvrir ça. En numéro 4, j'ai choisi un livre, alors c'est pas du tout le bon livre parce qu'en fait je l'ai prêté à genre 4 personnes déjà. C'est Finistère d'Anne Berest. Là j'ai son ancien roman qui est La carte postale, qui avait obtenu le prix Renaudot des lycéens d'ailleurs il y a
3 ou 4 ans je crois. Alors Anne Berest, il faut savoir que c'est l'une de mes écrivaines contemporaines préférées parce qu'elle a une sorte de grand projet littéraire où elle va sonder un peu tous les personnages de sa famille, fouiller parmi les archives, elle a une famille absolument dingue, et elle va construire des romans en fait autour de ces recherches-là. Elle va réussir à raconter à chaque fois l'histoire de sa famille à travers les recherches qu'elle va faire et en se racontant toujours elle-même à travers tout ça. Et donc dans Finistère, elle va s'intéresser au côté paternel de sa famille. Elle va retracer l'histoire de son arrière-grand-père Eugène qui a lancé la révolution des pommes de terre en Bretagne. Ensuite, elle va retracer l'histoire de son grand-père Eugène aussi, qui lui est devenu maire de Brest avec le slogan que j'ai adoré, Berest pour Brest. Et il va suivre aussi l'histoire de son père qui s'appelle Pierre, si je me souviens bien. Son père qui au moment du récit est diagnostiqué d'une maladie assez grave et c'est justement ce moment-là de sa vie qui va entre guillemets pousser Anne Berest à se plonger dans les archives de sa famille paternelle. Et donc petit à petit on va suivre sur tout le XXe siècle l'histoire de son arrière-grand-père, de son grand-père, de son père et puis directement d'elle. En fait au sein de ses recherches, elle va trouver pas mal de similitudes entre sa propre vie et la vie de ses ancêtres. Globalement, ce bouquin il nous dit que les chiens font pas des chats, que les Bretons font pas toujours des Parisiens, quoique ici un petit peu quand même. Et surtout, j'ai l'impression qu'il nous incite à questionner nos parents, à questionner nos grands-parents sur leur vie, sur la vie de leurs ancêtres, parce que leur histoire c'est aussi la nôtre et que pour se comprendre soi, il faut déjà comprendre ceux qui nous ont précédés. Donc vraiment, allez lire Finistère d'Anne Berest, c'est l'un de mes romans préférés de la rentrée littéraire de cette année. Ensuite, en numéro 3, et ça me fait presque mal au cœur de pas le mettre premier tellement j'ai adoré ce bouquin, je l'ai fini en plus là il y a 2 jours, c'est ma toute dernière lecture de cette année. Bon, c'est pas hyper original parce qu'il a été primé, il est connu, reconnu, c'est La Maison vide de Laurent Mauvignier qui a donc obtenu le prix Goncourt de cette année, qui me faisait un petit peu peur par sa taille, il fait presque 800 pages je crois. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas du tout un roman duquel il faut avoir peur parce que c'est absolument génial, c'est le genre de roman dans lequel on s'engouffre et duquel on n'a absolument pas envie de sortir. Et un truc intéressant vis-à-vis de ce roman-là, c'est que j'ai trouvé que le projet littéraire était un peu à la croisée de ce que fait Anne Berest, dont j'ai parlé juste avant, et ce que fait Proust. C'est-à-dire que Laurent Mauvignier, il va nous plonger dans une maison qui est sa maison familiale, qui a été ouverte par son père en 1976, et dans laquelle il a retrouvé pas mal de choses, c'est-à-dire une légion d'honneur, sûrement quelques archives, et puis surtout un piano qui trônait au milieu de cette maison. Une maison qui est décrite comme vide par le titre, mais qui finalement n'était pas si vide que ça, et à travers les quelques archives, les objets qu'il va trouver, en fait il va décider de faire le récit des ancêtres, qui lui aussi l'ont précédé à partir du début du XXe siècle. À la différence d'Anne Berest par contre, et c'est pour ça que je rapproche aussi son projet littéraire de Proust, déjà parce que ses phrases sont très très longues mais qu'elles ont quand même le talent d'être plus digestes que celles de Proust, si je le rapproche autant de ce projet-là, c'est que Laurent Mauvignier, il n'a pas la même rigueur, notamment dans le travail des archives, que Anne Berest. Mais ce manque de rigueur, entre guillemets, il est complètement assumé, dans le sens où Laurent Mauvignier, il ne dit pas qu'il va raconter de manière très stricte l'histoire de sa famille, il dit justement que voilà, il en trouve des objets, il est plongé dans cette maison qui est pleine de souvenirs, cette maison dans laquelle il n'a pas vécu, et il va décider d'imaginer, de se figurer à partir des quelques éléments qu'il va pouvoir retrouver, ce qui s'est vraiment passé. Alors il va nous parler de son arrière-grand-mère, qui s'appelle Marie-Ernestine, qui est un personnage qui va nous tenir bien sur 400 pages, assez particulier, qui est justement cette femme qui possédait le piano. Il va nous parler des parents de Marie-Ernestine, il va nous parler de sa fille aussi, Marguerite, qui est donc la grand-mère de l'auteur. Et autour de ces personnages qui sont ses ancêtres directs par le sang, vont graviter pas mal de personnages et évidemment une histoire de laquelle on ne peut pas échapper parce que en France au XXe siècle il s'est quand même passé pas mal de choses. Alors dans ce roman on va traverser la Première Guerre mondiale, on va traverser l'entre-deux-guerres, on va traverser la Seconde Guerre mondiale et parmi tous ces éléments et ces événements il y aura ces tragédies familiales, celles qu'on raconte pas toujours et qui pourtant existent. J'ai l'impression qu'on imagine toujours la vie de nos ancêtres au début du XXe siècle comme quelque chose de très simple, de très droit, c'est-à-dire un mariage, des enfants, une famille, un travail. Là où en vérité, si notre identité, nos existences elles sont assez complexes aujourd'hui, je pense qu'elles l'étaient tout autant à l'époque et je trouve que c'est un roman qui montre très bien ça. Et d'ailleurs je le souligne parce qu'il faut pas croire que c'est un bouquin qui est chiant ou quoi que ce soit, c'est un livre qui est assez drôle, qui est teinté d'une certaine ironie dont fait preuve l'auteur. C'est assez rare que je le souligne, mais la plume est absolument exceptionnelle, donc pitié, lisez La Maison vide de Laurent Mauvignier. Enfin pas pitié, faut pas avoir de la pitié pour les bouquins. Il reste 2 livres dont je vais vous parler, je peux vous dire que j'ai versé tellement de larmes sur ces 2 livres, c'est pas du tout un gage de qualité, mais c'est simplement pour vous dire que comme Édouard Louis en fait, moi j'accorde de l'émotion à mes lectures et j'aime beaucoup être ému face à ce que je lis, notamment quand je lis des écrits sur la famille et c'est 2 textes qui parlent beaucoup de la question de la famille. Il y a déjà en numéro 2 Romain Gary, La Promesse de l'Aube, qui est un grand classique que vous connaissez peut-être. Dans La Promesse de l'Aube, Romain Gary, il va nous parler de sa mère, il va nous parler de toute son existence à lui, mais avec toujours cette omniprésence de sa mère qui est le personnage le plus important de sa vie à lui. Et tout va commencer par un événement assez fondateur pour
pour son existence. C'est-à-dire que quand il était petit, il vivait dans un immeuble, il était assez pauvre, sa mère était assez pauvre et les femmes de l'immeuble se moquaient de cette femme qui pensait que son fils allait devenir le plus grand ambassadeur, le plus grand joueur de football, le plus grand diplomate ou je ne sais quoi. Bon, faut pas mettre une telle pression à un enfant de 8 ans évidemment. Et Romain Gary se rappelle de la résonance de ces rires dans cette cage d'immeuble, de ces femmes qui se moquaient de sa mère à lui, qui pensait qu'il allait devenir l'un des personnages les plus importants en fait de sa génération. Et les rires moqueurs de ces femmes, de ses voisines en fait, et ben pour Romain Gary ça a été un événement fondateur qui lui a véritablement donné envie de se dépasser, non pas directement pour lui, mais pour sa mère, pour lui faire la promesse que peut-être un jour il deviendrait l'un des hommes les plus importants et les plus influents de sa génération. Chacun a son avis là-dessus, moi je trouve qu'il a quand même plus ou moins bien réussi dans le sens où il est quand même devenu diplomate et sûrement l'un des auteurs les plus importants en France pour le XXe siècle. C'est un livre que j'ai fini dans une librairie que j'aime beaucoup qui s'appelle Violette & Co dans le 11e arrondissement. Et en fait, j'avais les larmes qui coulaient en continu et il y a une dame qui est venue en parler avec moi qui m'a dit « Moi aussi, ça m'a fait ça quand j'ai lu ce bouquin ». Et je crois que dans l'usage social qu'on peut avoir de la littérature, où c'est une activité finalement assez solitaire, ce moment-là, il m'a vraiment conforté parce que Romain Gary, son écriture, ou du moins en France, elle est assez universelle. C'est quelque chose qui plaît beaucoup en général. Du coup, d'avoir cet échange avec cette dame qui m'a dit « Moi aussi, j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre » et de pouvoir parler de nos mères, de l'amour qu'on leur porte, etc. Et ça a été assez important et moi, ça m'a rappelé à quel point, en fait, la littérature, non seulement ça se découvre, mais aussi ça se partage. Oh, je suis tellement niais, je suis tellement niais en fait quand je parle. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'il faut que j'arrête de faire des vidéos longues parce que sinon, je continue, je fais des phrases, etc. et je deviens extrêmement niais. On en vient donc à ma lecture préférée de cette année que j'ai absolument adorée, que j'ai trouvé très proustienne aussi. Si vous savez pas, je suis très fan de Proust. C'est une autrice que j'ai eu la chance de rencontrer il y a à peu près un mois et j'en suis très reconnaissant parce que c'est sûrement l'une des plus grandes autrices du XXe siècle. Elle a d'ailleurs été consacrée il y a 3 ans par le prix Nobel de littérature. J'ai nommé Annie Ernaux et mon roman préféré qu'elle a écrit qui est donc Les Années. Alors Les Années, c'est un texte entre guillemets assez récent dans le sens où je crois qu'il a été publié en 2004 ou en 2000. Enfin, en fait, le bouquin se termine à cette époque-là et donc dans tout ce demi-siècle, elle va nous parler d'une femme qui est une adolescente à l'après-guerre et qui est une dame assez âgée, donc au début des années 2000. Cette dame, c'est évidemment elle va nous parler de tout son parcours et par son parcours, par son récit personnel qu'elle va d'ailleurs faire à la 3e personne, et en fait elle va mettre en place des sortes de mémoires collectives. Elle va raconter justement toutes les décennies qu'elle va traverser, elle va raconter son époque à travers des événements historiques qu'elle va vivre. C'est vraiment un récit personnel qui est ancré dans une histoire collective, une histoire qui la dépasse, qui traverse tout un demi-siècle. Et en fait ce livre il est sorti plus ou moins à ma naissance, moi je suis né en 2003, donc tout ce qu'elle raconte dedans, je l'ai absolument pas vécu. Pourtant ce qui m'a profondément touché, c'est que j'y ai vu de certains des récits, des souvenirs de mes parents, de mes grands-parents, de cette classe moyenne qui a grandi, qui a vécu en province ou en banlieue à Paris. Et c'est un texte qui est tellement essentiel dans le sens où c'est un véritable témoignage de toute une époque, de toute une frange de la population en France, que j'ai absolument adoré. J'y ai retrouvé tellement de... En fait, j'ai eu l'impression que c'était une sorte d'archive de l'histoire de mes grands-parents ou de mes parents, alors à quelques détails près, mais de cette histoire que eux ils ont vécue, de cette époque qu'ils ont traversée en France. Et c'est ça qui a rendu ce texte aussi précieux, et c'est aussi grâce à la plume toujours droite, toujours très directe et brute parfois d'Annie Ernaux. Donc voilà, ma lecture préférée de cette année, Les Années d'Annie Ernaux. J'espère que ma petite sélection vous a plu. Moi j'ai tellement hâte de voir ce que nous réserve 2026. J'ai plein de lectures prévues là pour janvier. En ce moment je suis en train de lire Patti Smith, je suis en train de lire son dernier roman. N'hésitez pas vous à me partager vos lectures, vos favorites de 2025 et vos recommandations pour moi pour 2026. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous!